bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette 14e rencontre co-organisée par Cyrano Éducation et l'ANRAT. Nous avions commencé ces rencontres il y a 1 an et demi, d'ailleurs avec quelqu'un que Lazare Son-Macarel connaît très bien, c'était Léo Cohen-Paperman, autour du ciel, la nuit, la fête. Je vous rappelle le principe de ces rencontres, c'est à partir des captations mises en ligne par Cyrano Éducation, que les enseignants puissent justement avoir l'occasion de découvrir de façon plus précise le travail des metteurs en scène, des metteuses en scène qui sont à l'origine de ces spectacles, et surtout leur permettre ainsi de voir tous les enjeux de la représentation, de la mise en scène d'un texte classique. Donc Lazare Hersan-Macarel, je vous présente, vous êtes acteur, metteur en scène, adaptateur, auteur, et j'en passe, mais entre autres, donc vous menez des ateliers avec des lycéens et des collégiens, donc c'est aussi quelque chose, voilà, le travail avec les enseignants, vous connaissez. Vous avez fait la classe libre du cours Florent comme professeur avec Jean-Pierre Garnier, puis le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris avec entre autres Daniel Mesguich et Nadia Strankar. Comme acteur, vous avez joué Tête d'Or de Claudel, L'Avare de Molière, Faust, Nocturne d'Olivier Py, Platonov de Tchekhov, Les Liaisons dangereuses, etc. En 2003, vous fondez la Compagnie de la Jeunesse aimable, avec laquelle vous montez Cyrano, Galilée, Les Misérables, donc, sur laquelle on va revenir. En 2009, vous cofondez le Festival du Nouveau Théâtre Populaire à Fontaine-Guérin, dans le jardin de votre grand-mère, avec Léo Cohen-Paperman, justement, et Émilien Diard de Teuf, une vingtaine d'amis comédiens aussi. Dans ce cadre, vous mettez en scène Le Misanthrope de Molière, Le Cid de Corneille, Falstaff de Novarina, Oedipe roi de Sophocle, La paix d'Aristophane, Splendeur et misère d'après Balzac ou encore Le Soulier de satin de Claudel, et donc Les Misérables, spectacle auquel nous consacrons cette rencontre. Ce n'est pas la première adaptation que vous signez avec Les Misérables. Vous aviez déjà été adaptateur de contes d'Andersen pour des spectacles jeunes publics. Je pense à Petit et Grand, La Petite Sirène. Vous aviez aussi adapté la nouvelle Le Crocodile de Dostoïevski, et donc Splendeur et misère d'après Balzac. Est-ce que, voilà, revenir sur ce goût particulier pour les grands textes classiques et la volonté de les faire entendre aujourd'hui sur des plateaux de théâtre, est-ce que ça s'inscrit aussi pour vous dans une démarche de théâtre populaire? Mmh. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation qui m'honore. J'espère que les réponses que je vais pouvoir apporter sur le travail qu'on avait fait sur Les Misérables pourront vous être utiles. Ce qui suppose pour moi de se replonger au moment de cette création, parce que ça a maintenant presque 5 ans, et qu'il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup de questionnements aussi dans l'intervalle, notamment sur votre première question. C'est-à-dire que effectivement, j'ai choisi de monter Les Misérables dans le cadre de la compagnie que je dirigeais à ce moment-là, qui s'appelait la Compagnie de la Jeunesse aimable, juste après avoir monté Cyrano. Et ça dit suffisamment qu'effectivement, j'étais à ce moment-là dans la perspective de monter les textes les plus connus pour apporter une réponse possible à ce que pourrait être le théâtre populaire aujourd'hui. Euh, et donc, après avoir fait Cyrano, assez logiquement, je me suis tourné vers Hugo, et pas n'importe quelle œuvre de Hugo, mais peut-être la plus célèbre aujourd'hui. Aujourd'hui, il est reconnu que non seulement Les Misérables est le roman le plus connu de Hugo, mais il est vraisemblablement le plus connu de la littérature française, et sans doute le plus connu de la littérature mondiale. Et effectivement, euh, tout procédait de l'idée que ces œuvres, parce qu'elles sont une sorte de patrimoine commun, permettent de créer une sorte de communauté au moment de la représentation, et donc de rassembler les gens les plus différents autour du théâtre, autour de la représentation théâtrale. Et cette logique-là est aussi ce qui a présidé à la fondation au départ du Nouveau Théâtre Populaire. Autre structure au sein de laquelle je travaille, qui elle est un collectif qui existe depuis 2009 et qui fait le choix de l'expérience d'une décentralisation radicale dans les pas d'illustres prédécesseurs comme Copeau ou Dulin, ou encore le théâtre du peuple à Busan. Et, et
voilà, dans un cas comme dans l'autre, je me suis effectivement largement consacré à la mise en scène, à l'adaptation et à la mise en scène, on va y revenir, de classiques. Voilà. Euh, je ne vous cache pas qu'il y aurait moyen de prolonger la discussion parce que ce rapport à la littérature classique est aussi en train d'évoluer chez moi comme chez beaucoup d'autres créateurs et créatrices. Euh, et que c'est un questionnement au fond qui n'a pas de réponse définitive, c'est-à-dire effectivement mettre en scène euh, des œuvres connues comme celle-là, c'est une réponse possible pour tenter de créer ce qu'on pourrait appeler du théâtre populaire, c'est-à-dire le Graal. Mais il y a d'autres voies qui existent aussi pour ça et que j'ai aussi le désir d'expérimenter. Bien. L'adaptation que vous avez réalisée avec Chloé Bonifay transpose l'histoire donc aux premières années du 21e siècle. Pourquoi ce choix? Eh bien justement, je crois que c'est la trace de ce questionnement-là, c'est-à-dire à l'époque, l'idée était de monter un classique, mais de rendre euh, sensible les raisons pour lesquelles on décidait de le monter ici et maintenant. Et en fait, on s'est donc lancé dans une lecture très attentive de l'ensemble du roman, dans l'ensemble et dans le détail. Et notre postulat de départ, c'était que tout dans le roman de Hugo avait, malheureusement, des équivalents contemporains. Et plutôt que de se lancer dans une création en costume d'époque qui aurait permis, au fond, un certain confort en regardant la représentation et qui aurait, comment dire, oui, repoussé dans le passé les réalités que le roman décrit, on a fait le choix de se confronter, nous, au moment du travail de l'adaptation, et de confronter aussi les spectateurs et spectatrices au fait que rien de ce roman n'était réellement du passé. Et qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup chercher pour trouver des équivalents contemporains à toutes les variations que le roman comprend sur le thème de la misère et de l'inégalité sociale et de la précarité. Euh, et on a essayé donc d'avoir de marcher sur deux jambes, si j'ose dire, c'est-à-dire d'avoir un pied dans le roman en étant très attentif à ce qu'il raconte et à la manière dont il le raconte, mais aussi un pied dans notre réalité contemporaine et tout ce qu'elle et tout ce qu'elle a de tragique et de profondément perfectible. Vous commencez d'ailleurs le spectacle par les derniers mots de la préface du roman, signé Victor Hugo, donc en 1862. Tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Voilà, on est vraiment dans cette démarche-là, c'est-à-dire finalement, euh, c'est une façon de dire, il y a toujours sur la terre ignorance et misère, et donc il faut revenir sans arrêt à ce livre. C'est un peu ça. C'est c'est tout à fait ça, et ça disait aussi que ce spectacle, mais on y reviendra, bah, tout simplement s'inscrivait dans une logique de théâtre politique. On y reviendra. C'est-à-dire, voilà, ne se contentait pas de restituer le classique de Hugo, mais s'interrogeait sur ce qu'il a encore oui, d'actuel et, et des réactions que le spectacle pouvait susciter aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, c'est quand même un défi absolument colossal d'adapter Les Misérables, parce que vous avez gardé un certain nombre de phrases du roman, euh, et de phrases quand même prises sur 1800 pages, si je ne m'abuse à peu près. Enfin, je me suis un peu replongé dans le roman. Il y a tellement de phrases merveilleuses que ça pose une question dingue. C'est-à-dire que comment choisir finalement les phrases que vous avez sélectionnées. Voilà, expliquez-nous un petit peu ce travail-là
que vous avez fait avec Chloé Bonifay, donc par rapport au texte. Et pourquoi aussi vous avez tenu quand même à garder un certain nombre de phrases? Alors effectivement, merci de le rappeler, je n'ai pas travaillé tout seul. C'est très important parce que je n'aurais pas pu faire ça tout seul. Cette adaptation, ça représente un peu plus de 2 ans de travail, acharné avec, ma camarade Chloé Bonifay. Hem, Justement pour, rester, en prise à la fois avec le roman et avec, le monde dans lequel nous écrivions cette adaptation. Effectivement, comme le roman fait 1800 pages et que le spectacle aussi, pour des raisons euh, euh, des conditions de possibilité du théâtre populaire, ne pouvait pas excéder 3 heures. Il s'agissait non pas tellement de se demander ce qu'on allait abandonner du roman, mais plutôt ce qu'on allait garder. On a fonctionné plutôt de cette manière-là. Et je dirais que pour parler de ce qu'on a conservé, de la lettre même du roman, il y a effectivement des phrases qui ont été conservées dans le spectacle, mais sous deux formes différentes. C'est-à-dire que, euh, d'une part, on a créé une sorte de chapitrage ou de storyboard, je pourrais dire pour parler en bon français, avec des scènes tout simplement isolées les unes des autres, et chaque scène a pris pour titre une phrase du roman Ouais. qui était projetée en ouverture de chaque scène, justement pour donner aux spectateurs et spectatrices la possibilité de sentir à la fois cette proximité et cette distance entre l'œuvre originale et ce qu'on en faisait. Donc, effectivement, les phrases qui nous tenaient le plus à cœur et qui nous semblaient les plus claires pour formuler les enjeux qui existent entre les personnages sont devenues des titres de scène. Euh, Par ailleurs, il y a aussi des phrases qui sont restées telles quelles au sein même des dialogues entre les personnages. Euh, Tout simplement parce que à certains endroits, euh, on, enfin Hugo est Hugo. Et donc parfois des répliques qui pouvaient sembler parmi les plus inventives, les plus modernes aussi de nos dialogues étaient mot pour mot ce qui est écrit, ce qui est écrit dans le roman. Je pense notamment à une réplique de Gavroche dont tout le monde s'étonnait d'apprendre qu'elle était effectivement dans le roman, qui était ils sont pas sérieux nos vieux, on n'en fera jamais rien de propre. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein d'endroits où en fait on n'éprouvait même pas le besoin de réécrire Ouais. les dialogues parce qu'ils sont d'une inventivité, d'une justesse étonnante et qui résonne encore aujourd'hui. Ouais. Ouais, ça c'est, enfin, c'est clair que euh, il y a tellement de phrases magnifiques que je pense que enfin, comme vous dites, il s'agissait non pas de mettre de côté certaines choses, mais voilà, de sélectionner certaines choses. Euh, il y a des choses quand même que vous n'avez pas gardées sur, je pense, sur l'évêque de Digne, ces magnifiques passages sur la peine de mort, etc. Enfin, quand il assiste à une exécution. Euh, ben, il y a quand même eu des choix nécessaires à faire, quoi, parce il y a tellement de sujets qui sont abordés que, Bien sûr. ouais, Mais là, vous donnez un bon exemple des raisons pour lesquelles, enfin, qui ont orienté nos choix. C'est-à-dire que, bah, par exemple, l'évêque de Digne, c'est plus de 100 pages d'ouverture c'est ça. du roman. Il fallait, dans notre adaptation, que ça devienne une scène de 10 minutes. Ouais, Et donc, on a travaillé par réduction du roman, à la fois en termes de nombre d'événements, de détails des actions que contenait le roman, et du point de vue thématique, en choisissant ce qui nous semblait le plus contemporain, justement. Et donc, plutôt que de conserver
une diatribe contre la peine de mort, aujourd'hui abolie en France. On a conservé, et de manière complètement allusive ou périphérique, on a conservé la préoccupation de Hugo pour les conditions de détention des condamnés. En l'occurrence, notre Myriel Lanoux s'endormait devant la télévision Ouais, et ce qu'on entendait, c'était ouais, la tout à fait. diffusion d'un documentaire Sur les sur les conditions conditions carcérales et aujourd'hui. la dénonciation de ces conditions, ouais. Exactement. Ouais. Il y a quand même, enfin, en particulier dans tout le début du spectacle, hein, cette alternance de courtes scènes finalement. Moi j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi l'idée de s'arrêter sur des moments aussi très connus de tous. Enfin, Mm. voilà, des références communes, quoi. Est-ce que je me trompe aussi? Bah, c'est certain que ce roman, comment dire, c'est comme si ce roman a tellement marqué des générations entières et partout dans le monde qu'aujourd'hui, les noms de ces personnages sont devenus des noms communs. Ouais, On dit un Gavroche, on dit un Thénardier et on ouais. dit une Cosette. Et donc, ça peut donner le sentiment, effectivement, qu'on a voulu mettre en valeur ceux qui étaient le plus connus. Mais en fait, je crois qu'on avait aussi envie euh, de faire découvrir le roman à celles et ceux qui ne le connaissent que dans les grandes lignes. Et donc entrer aussi dans le détail et donner de la place à des personnages qui sont moins connus. Euh, je pense par exemple à ce personnage d'Éponine, la fille de Ouais, Thénardier, ouais. qui est souvent sacrifiée par les adaptations qui sont faites, que ce soit au théâtre ou au cinéma, dont Hugo disait que c'était son personnage préféré et qui n'est pas loin d'être le mien aussi, dans la mesure où justement c'est un personnage extraordinairement complexe, ambigu, là où les autres peuvent parfois apparaître plus allégoriques ou porteurs d'un d'un sens plus franc, plus lisible. Et voilà, avec la figure par exemple d'Éponine, à laquelle on a décidé de donner une vraie place dans notre adaptation, on a l'exemple d'un personnage hugolien, mais plus trouble, et auquel on voulait aussi enfin, on voulait présenter aux spectateurs et aux spectatrices. Avant d'entrer dans le détail de cette mise en scène, parce que cette démarche que vous expliquez, j'ai l'impression que si vous reveniez aujourd'hui sur, ce travail-là, vous ne choisiriez pas forcément exactement les mêmes extraits en fonction Mm. de parce qu'il y a quand même un lien justement à ceux qui vous travaillent dans l'actualité, quoi. Mm. C'est-à-dire, Absolument. et Absolument. Et pour être absolument franc avec vous, je ne sais pas si je choisirais aujourd'hui la forme théâtrale qu'on a choisie à ce moment-là. Ce qui n'enlève rien de la validité de ce choix à ce moment-là. mmh, Mais c'est simplement que à mesure qu'on fait des spectacles, le- notre goût et notre représentation de ce qui est le plus judicieux évolue forcément, et, euh, et que et que on a choisi de faire un traitement de l'œuvre qui serait sûrement différent différent aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais, Voilà. OK. Hem Il y a voilà, revenir déjà aussi sur la façon dont vous avez transposé les personnages aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soit Jean Valjean, Fantine, Cosette, les Thénardier, Éponine, Gavroche, Javert et cetera. Voilà, comment vous avez travaillé ça? Je crois savoir que vous avez interviewé pas mal de gens pour ce travail-là. Donc voilà, expliquez un petit peu cette démarche aussi, dans cette transposition contemporaine. C'est ça, donc il a fallu, en lisant attentivement le roman, choisir tout ce qu'on voulait absolument traiter, pour les raisons que je vous expliquais, et puis faire un travail assez conséquent pour l'inscrire de manière suffisamment vraisemblable dans une période qui irait de 2001 à 2018-19, période de l'écriture de cette adaptation. Et pour ça, bah, il y a des personnages pour lesquels c'est relativement facile. Je pense à Javert ou un Javert ouais. ou à Thénardier. Euh,
et d'autres qu'on a décidé de déplacer symboliquement dans l'adaptation, mais tout en conservant autant que possible les mêmes enjeux. Euh, donc les Thénardier sont devenus les tenanciers d'un bar-hôtel PMU. Le Javert est devenu un commissaire de police contemporain. En revanche, notre Valjean, une fois évadé, n'est pas devenu le maire d'une petite ville relançant une industrie comme c'est le cas dans le roman. On s'est inspiré en fait de l'histoire du témoignage d'un ancien détenu. Ouais. C'est un cas assez unique mais réel d'un ancien détenu qui en prison a fait les études nécessaires pour devenir avocat. Et c'est le choix qu'on a fait parce qu'il nous semblait poétiquement puissant, valable et possible, qui était d'imaginer que Valjean, après avoir souffert justement de ne pas avoir été suffisamment ou suffisamment bien défendu, décide lui-même de devenir avocat, ce qui en plus permettait de manière extrêmement évidente et condensée de le confronter à Javert. Ouais. Voilà. Ça fait partie des choix où vraiment notre transposition a créé des ruptures par rapport au roman initial. L'autre exemple massif qui me vient, c'est évidemment la question de l'insurrection Ouais. finale du roman. Euh, les, les, le théâtre nous obligeait à inventer le décor de cette Ouais. insurrection. Ouais. Et on a décidé de placer toute cette deuxième partie du spectacle dans pas n'importe où, dans un hôpital psychiatrique en lutte. Euh, et c'est autant d'exemples où, comme on n'était pas spécialiste de ces différents domaines, on a tenu à ce que notre adaptation soit autant appuyée sur le roman lui-même que sur des témoignages de gens qui exercent ces professions aujourd'hui. Donc, on a eu la chance d'interviewer littéralement un commissaire de police, une psychiatre en exercice dans l'hôpital public, enfin autant qu'on peut l'être en tant que psychiatre dans l'hôpital public, ou encore une botaniste, une avocate, enfin des gens à qui on a pu demander quels étaient les enjeux qu'ils rencontraient dans leur profession aujourd'hui et à qui on a pu aussi demander une relecture attentive de nos scènes adaptées une fois qu'on les a eues écrites. Ok. Euh, Justement, vous venez de l'évoquer, il y a quand même un travail assez colossal en termes de scénographie, lumière, costume. Enfin, je mets tout ça au départ ensemble, euh, qui sont signés par Margot Nessy et Charlotte Coffinet, pardon. Euh, sur la scénographie, c'était un défi, là encore, absolument délirant, étant donné tous les lieux évoqués. Donc, Oui, voilà. Il y a ce principe, en particulier dans tout le début, des noirs qui permettent des transitions aussi, enfin, le travail sur la lumière qui permet d'isoler les noirs, etc. Mais justement, expliquer ça, parce qu'il y a le choix des scènes, le choix des personnages et le choix des lieux. Donc, revenir absolument. là-dessus. Et puis, ce travail avec, enfin, c'est vraiment au niveau scénographique, là encore, extrêmement riche, quoi. Donc, comment vous avez procédé, ouais. Ça a été effectivement un travail assez important aussi de se demander comment sur un seul plateau faire exister tous ces lieux successifs et les faire exister avec une exigence que j'avais justement à ce moment-là, qui était, qui était insuffler à l'ensemble de la représentation une certaine dose de réalisme. Ce qui évidemment nous rapprochait d'une écriture presque cinématographique. Ouais. Et ce qui évidemment est particulièrement technique à mettre en œuvre sur un plateau. Euh,
Et encore une fois, peut-être que je ferais différemment aujourd'hui, mais en tout cas, c'était l'option qu'on avait prise à ce moment-là, ce qui fait que la création de ce décor a consisté à euh, créer un lieu unique de décor urbain, mais qui offrirait la possibilité, en fragmentant l'espace, notamment par la lumière, de créer des intérieurs qui existeraient un peu par métonymie, c'est-à-dire simplement en utilisant un petit élément de mobilier ou un accessoire qui signifierait l'ensemble d'un lieu. Euh, Ce qui permettait effectivement des tours de magie successifs parce que on a travaillé à se rapprocher autant que possible de l'écriture cinématographique, c'est-à-dire que chaque transition, quand le plateau était dans l'obscurité, chaque transition se faisait en mobilisant la totalité de l'équipe, qui pour déplacer un tableau, qui pour apporter un fauteuil, de manière à ce que ces transformations se fassent très fluidement. Euh, et puis, tout ça s'inscrivait aussi dans une logique globale, c'est-à-dire on, on avait dans la première partie ces espaces fragmentés, et petit à petit, la lumière s'élargissait, le plateau devenait Ouais, plus global, à mesure justement que les personnages se rencontraient et convergeaient vers l'hôpital. cette expérience insurrectionnelle Ouais, commune. ouais. Mais du coup, enfin, là encore, peut-être entrer dans la machine, c'est-à-dire, euh, parce que ce travail avec, parce on a parlé de scénographe, on a parlé de lumière, mais j'aurais pu rajouter la question du son, parce que le son est quand même extrêmement présent, la bande son est quand même très très riche et très présente, et favorise aussi ces transitions euh, entre les différentes scènes, hein. C'est-à-dire que les noirs sont quand même toujours habités, ne serait-ce que d'un point de vue sonore. Donc voilà, comment vous avez travaillé ça? Enfin, l'équipe réunie, la durée de ce travail-là, enfin, à partir de quel moment ils avaient les éléments, enfin, essayez d'expliquer un petit peu cette élaboration. Euh, Comme je disais, on a tenté d'anticiper au maximum le travail d'adaptation. Donc, dans un premier temps, enfin, c'est ça que nous avons posé en premier. Puis j'ai fait une distribution, puis une distribution de l'équipe technique. Et ce que vous évoquez à l'instant me rappelle une anecdote de répétition qui est que je me souviens d'avoir vu le créateur sonore du spectacle euh, travailler jusque tard et de manière assez, comment dire, intense, voire anxieuse. Et puis je lui demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens de sa réponse. Il se passe que tu me demandes d'écrire un opéra contemporain de 3 heures en 2 semaines de répétition. Et effectivement, on a créé un univers sonore en équipe avec lui, ou plutôt il a créé un univers sonore en équipe avec nous, qui accompagne la représentation dans ses moindres détails et dans comment dire, des logiques théâtrales successives et différentes. Et c'est sûr que essayer de couvrir euh, euh, même en faisant des sacrifices au passage, mais essayer de couvrir la totalité du roman en 3 heures de spectacle, ça demande énormément de travail à tout le monde. Ouais. C'est certain. Justement parce que l'idée de réalisme dont je parlais tout à l'heure ne suffit pas. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, il y avait ce choix d'inscrire le spectacle dans une logique résolument contemporaine, et en même temps, de la poésie, du lyrisme de Hugo, il fallait qu'il reste quelque Ouais. chose. Il fallait que l'ensemble, malgré la violence de la réalité qu'il décrit, reste harmonieux et beau et nous permette de nous attacher à ces personnages et de nous donner le désir de s'associer avec eux aussi dans leur trajectoire. Donc tout ça a demandé effectivement euh, énormément de travail et a dû se faire dans un temps extraordinairement réduit. C'est-à-dire que les répétitions, l'élaboration de, voilà, de tout ça, c'est combien de semaines? Enfin, je parle pas de l'adaptation, hein, ça j'ai bien compris. C'est 5 semaines de répétition, Ah ouais, ouais, d'accord. là où il aurait fallu sans Ouais, doute le double. Et voilà, c'est d'accord. c'est comme ça qu'on arrive à le faire.
Sur les costumes aussi, j'aimerais bien que comment vous avez travaillé cette question des costumes, parce qu'il y a des costumes très marquants. Je pense à la magnifique robe rouge euh, au de début Fantine. de Fantine. Ouais. Enfin voilà, quels sont les axes que vous avez donnés à Charlotte Coffinet pour ses costumes? Bah, tout simplement, je crois que je lui ai expliqué soigneusement ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les grands principes de cette adaptation, de manière à ce que le travail sur les costumes y réponde euh, le plus justement possible dans ce désir d'équilibre dont je parlais. C'est-à-dire qu'on puisse effectivement reconnaître des réalités contemporaines, mais que quelque chose de la source d'inspiration initiale, qui était le roman de Hugo, reste présent, reste et permette de créer euh, par petites touches une sorte d'étrangeté quand même. Ouais, Euh, un exemple que je pourrais prendre dans l'adaptation, après de longues discussions, on a décidé, on en parlait tout à l'heure de cette toute première scène entre Valjean et ouais, Myriel, on a décidé de conserver le motif du chandelier, qui aujourd'hui paraît ouais, complètement anachronique, mais en fait, on s'est rendu compte que sa valeur poétique était trop forte pour pouvoir y renoncer. Et que cette dose d'anachronisme, en fait, était la bienvenue. Pour les costumes, il s'est agi de la même manière de trouver des équivalents contemporains. Euh, je parlais du fait que les noms des personnages étaient devenus des noms communs. C'est et Hugo est tellement fort et le destin de son roman est tellement puissant que parfois le nom de ses personnages est devenu le nom d'un vêtement, justement. On dit une Gavroche. ouais. La fameuse casquette du personnage de Gavroche, je crois qu'on en a essayé une quarantaine avant de décider de comment réinventer ce motif poétique dans une grammaire contemporaine. Et ça n'est qu'un exemple de ce qu'on a essayé de faire pour la totalité des silhouettes des Ouais. personnages de notre adaptation. Ouais, parce que pour les comédiens, il y a aussi un nombre de changements de rôle et donc de costumes, enfin, voilà, qui est souvent assez impressionnant, quoi. Enfin, c'est un Oui, oui, parcours. Ouais. c'était beaucoup de travail pour eux aussi. Et Je elles aussi. conçois. Euh, ok, là aussi, dans ce travail d'adaptation, il y a quand même le choix de l'humour aussi. Enfin, il y a un certain nombre de moments qui sont quand même très drôles. Bon, on pense à certaines scènes des Thénardier, bon, avec la distribution joue aussi évidemment. Gavroche avec sa folie, mais folie douce quand même. Voilà, comment vous avez travaillé ça dans la direction d'acteurs, avec les comédiens, comment ça s'est... Mm. Est-ce que la distribution d'emblée était liée à cette capacité à aller dans quelque chose de drôle, mais en même temps de poétique? Enfin voilà, moi je pense à Mm. Gavroche, ouais. Le, le choix de la drôlerie, j'ai envie de dire que c'est Hugo qui le fait. Et j'irai plus loin en disant que euh, c'est pas seulement un choix au sens où on pourrait l'entendre pour équilibrer la part plus tragique du roman. Non, je pense que, et en cela je le rejoins complètement, je pense qu'il n'y a pas d'insurrection sans joie. Et que si Gavroche n'était pas Gavroche, il ne pourrait rien se passer dans cette deuxième partie du roman. Donc, tout simplement, c'est pas une drôlerie ou une forme d'humour qui soit volontaire de notre part et qu'on aurait ajouté au roman. Je repense aux pages fabuleuses où Gavroche se retrouve sur la barricade et exhorte tout le monde à travailler plus vite et à rassembler les fusils et à faire monter les barricades plus haut et avec une inventivité qui est littéralement ébouriffante. Euh, on a essayé tout simplement d'être à la hauteur de cet original, mais de l'être avec nos mots à nous écrits aujourd'hui. Ouais, Voilà. Et ça a donné effectivement les scènes de, de Gavroche une fois qu'il entre dans cet hôpital psychiatrique à la fin. Quant à la cruauté sans limite du couple Thénardier,
C'est effectivement très drôle, mais on n'a pas eu à modifier beaucoup les dialogues d'origine pour que, pour que, pour que ce soit, pour que ce soit aussi, comment dire, excessif et donc aussi drôle. Mais bon, on peut faire confiance À à eux Hugo. pour insuffler à ces personnages cette folie dont on parle. Et pour revenir sur la distribution, bon, vous avez énormément de complices dans ce travail-là. Enfin, c'est des gens que vous connaissez très très bien pour un certain nombre d'entre eux. Enfin, quand même, ce choix de la distribution, parce qu'il y a quelques... Malgré tout, il y a pas que l'équipe du Nouveau Théâtre Populaire, il y en a, ou l'équipe de votre compagnie. Enfin, vous êtes allé piocher un peu à droite à gauche aussi. Voilà, comment vous avez constitué cette distrib? Euh, alors effectivement, c'est toujours, comment dire, j'allais dire un peu intime en fait, la manière dont on choisit des interprètes pour un spectacle. Euh, et effectivement, ça l'est particulièrement dans le cas de ce spectacle parce que, donc comme vous le disiez, il y a des amis de longue date dans cette distribution. Euh, Voire de très longue date, des gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler en compagnie dans les spectacles précédents, donc des fidélités au long cours. Euh, et il se trouve que j'ai proposé le rôle de Jean Valjean à mon propre Ouais. père. Oui, je Donc, sais. forcément, voilà, ça touche à des questionnements personnels. Par ailleurs, je crois tout simplement que j'ai eu cette chance une fois que le spectacle était lancé, ce plaisir, j'allais dire, de lire le roman et d'y projeter en fait des acteurs et des actrices que je connaissais et de me demander lesquels parmi ceux et celles que je connaissais avaient ces énergies-là, ce potentiel-là, cette force-là qu'ont tous les personnages de Hugo. Et, c'est comme ça que, voilà, assez logiquement, Sophie Guibard s'est trouvée à jouer Éponine, Céline Chehen a joué Madame Thénardier, Abès Zamani a joué Monsieur Thénardier, Philippe Canales a joué Jamère. Il faudrait les citer tous, mais voilà, c'est vraiment, dans cette logique-là, là aussi, et ce jeu-là, je dirais, de trouver des équivalents réels aux personnages de la fiction. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en lisant même le roman, enfin dans tout ce travail premier, vous imaginiez déjà qui pourrait porter ces paroles, quoi. Oui, Ouais. mais enfin, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais j'ai l'impression que c'est une logique, même quand on ne fait pas de Bien théâtre, sûr. qui peut s'imposer à nous. Enfin, Ouais. je suis en train de relire l'Idiot de Dostoïevski et que ce soit Rogojine ou Nastasia Filipovna, pour moi, ont la tête de quelqu'un que je connais. D'accord. C'est-à-dire, on projette nos inconscients, projette des figures connues sur les figures de fiction. Et d'ailleurs, je repense à cet exemple, c'est vrai que euh, euh, cette identification que je faisais au moment de la lecture entre la figure de Jean Valjean et mon père a fini par aboutir à ce choix de distribution psychanalytiquement risqué, mais que je ne regrette pas du tout après avoir fait le spectacle. J'entends. Hem, si on va un tout petit peu plus loin dans cette question-là, c'est, est-ce que, parce que je sais qu'il y a des metteurs en scène, des metteuses en scène qui sont très sensibles aux voix, c'est-à-dire que, c'est la question de la voix, des tonalités, qui est très importante. D'autres sont, si on reprend l'exemple de Philippe Canales, il y a aussi, ce corps très singulier, cette taille, voilà, qui tout de suite, impose quelque chose. Donc voilà, vous, finalement, est-ce qu'il y a un élément particulier qui tout de suite apparaît? Est-ce que c'est plutôt sonore? Est-ce que c'est plutôt visuel? Est-ce que c'est quand vous projetez ça? Ah, c'est une question que je crois ne m'être jamais posée encore. Ah pardon. Mais c'est d'autant plus intéressant d'y répondre, surtout que
je serais tenté de dire que c'est ni la voix, ni spécialement le corps, Ouais, mais, mais plutôt une question de charge émotionnelle. C'est-à-dire que d'accord. pour moi, c'est vraiment les émotions que dégagent les êtres qui, euh, qui les rend susceptibles de jouer tel ou tel personnage. Et d'ailleurs, c'est souvent au mépris de l'image commune qu'on peut avoir du physique de tel ou tel personnage. Ouais, Il y a, il y a, il y a des cas où, enfin, moi, je suis intimement convaincu que tout le monde peut tout jouer à condition d'avoir cette espèce de compréhension intime de la nature profonde d'un personnage. Euh, Avoir une sorte d'expérience existentielle commune avec le personnage qu'on va interpréter. Et, et en l'occurrence, pour moi, c'est beaucoup plus important que, que la vraisemblance des rapports physiques ou la tonalité vocale. C'est vraiment une chose peut-être plus mystérieuse ou plus ésotérique, mais qui aurait à voir avec voilà, la concordance des émotions. bah, néanmoins, si je reviens sur l'exemple de Philippe Canales, voilà, quand il apparaît, évidemment, ce corps dit quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Et évidemment, ça entre aussi en ligne de compte au moment de concevoir une distribution. C'est ça. Et même si je pense Voilà, mais si on me demande ce qui est premier, je mmh, parlerai plutôt voilà, cette possibilité d'établir un lien profond avec le personnage qu'on va jouer. OK. Ou pour le dire autrement, de parler de soi à travers le personnage qu'on va jouer. Dans dans le programme littéraire des sixièmes, il y a l'étude des monstres. Mm. Avec des questions comme le monstre, un humain comme les autres, ou l'homme face au monstre. Dans Les Misérables, on est quand même servi en matière de monstres, donc, Mm. ou de monstruosité. Avec la complexité, bon, on a parlé de Thénardier, Javert a une complexité quand même en tant que monstre. Peut-être que Jean Valjean a des aspects monstrueux aussi. Voilà, comment vous avez traité ces questions dans la direction d'acteur? Cette question de jusqu'où on va dans la monstruosité, est-ce qu'on complexifie cette question-là ou pas? Enfin voilà. Bah, effectivement, déférence gardée, Hugo était un monstre qui écrivait des personnages de monstres. Et aucun n'échappe à cette règle. Ouais, Ils sont tous et toutes les monstres de quelque chose. Les, les variations monstrueuses sur une idée ou une thématique ou un trait de caractère. Euh, je dirais que ce qui me vient là en écoutant votre question, c'est que je suis plutôt parti dans l'idée que la monstruosité n'était pas forcément quelque chose de manifeste au premier abord. Qu'au fond, il est intéressant de raconter que la monstruosité, elle n'est pas toujours spectaculaire, justement, ou elle ne se perçoit pas toujours au premier regard. Euh, et ça donne lieu, par exemple, à cette scène qui peut sembler être un peu à la marge, mais à laquelle je tenais beaucoup, qui était l'abandon de Fantine par le personnage de Tholomyès, qui nous apparaissent dans un premier temps comme un couple bourgeois plutôt heureux, qui fête une occasion dans un restaurant chic, etc. Et, et la monstruosité, elle n'est dévoilée qu'à la toute fin, comme dans le roman lui-même. C'est-à-dire que Tholomyès, sans prévenir, alors même qu'il vient d'apprendre que Fantine était enceinte, prend un train pour disparaître pour toujours sans donner de nouvelles. Et quelque part, je trouve que raconter cette dimension de la monstruosité euh, est parfois plus intéressante que de la rendre, oui, plus manifeste ou plus spectaculaire au premier coup d'œil. L'idée que la monstruosité, c'est surtout la monstruosité des âmes, en fait, et que on est dans un monde où sous les coups à la fois de la misère et
et d'un individualisme, d'un égoïsme aussi de plus en plus marqué, de plus en plus prégnant. Tout le monde devient un monstre pour les autres, à l'exception évidemment de Marius et Cosette. Victor Hugo s'est inspiré quand même d'une histoire vraie à laquelle il a assisté pour Les Misérables, et qui lui a fait prendre conscience de la situation, de certaines situations en particulier du peuple, des classes populaires. C'est incontestablement une œuvre très politique. Pour vous, le fait de monter Les Misérables, est-ce aussi une démarche politique? Enfin, vous avez commencé à répondre, mais c'est ce que je voudrais que vous développiez maintenant. Mm. Euh, je me sens tout petit au moment de répondre à cette question, pour tout vous dire, parce que la question du lien entre art et politique, et il y a des gens autrement plus qualifiés que moi qui s'y sont attaqués. Ce que je peux dire, c'est que évidemment, le choix de monter Les Misérables plutôt qu'une autre pièce existante de Hugo, même de Hugo, Mhm. ce qui aurait été autrement plus facile à faire, entre guillemets. Euh, Ce choix-là procédait évidemment d'une conviction politique qui était la sienne et qui, pour moi, reste valable. Pour ne pas tomber dans les poncifs, je dirais que euh, cette idée, telle que je peux l'exprimer le plus finement possible, elle est partagée par pas mal d'économistes ou de sociologues. C'est l'idée que la société la plus heureuse n'est pas la société la plus riche, c'est la société la moins inégalitaire. Et tout simplement, ce que Hugo constate, c'est que la nature inégalitaire de la société dans laquelle il vit est insupportable, ne doit pas être supportée. Je vous renvoie à ce discours qu'il a prononcé en juillet 49, qui est célèbre à la tribune de l'Assemblée nationale, juillet 49, je crois, et qui s'intitule Détruire la misère. Euh, voilà, je crois que pas une ligne de ce discours, euh, malheureusement, n'a vieilli. Je crois qu'il mériterait d'être prononcé et reprononcé et dit et redit. Euh, la misère n'est pas une fatalité. Et, et pardon, excusez-moi. Et comme je partageais cette conviction, j'ai décidé de faire ce spectacle. Ouais. Voilà. J'ai- ouais. Par ailleurs, il y a cette difficulté qui est que le théâtre, euh, à mon sens, ne peut pas ne pas être politique en tant qu'il rassemble les gens, que quand il ne l'est pas assez par son contenu, au fond, il ne fait que conforter un ordre établi, et que quand il l'est trop, il se perd. Donc, monter Les Misérables, adapter Les Misérables, c'était vraiment essayer de trouver cette ligne de crête entre un théâtre qui serait trop peu politique, même si le risque était mesuré dans le cas de cette œuvre, ou trop politique, c'est-à-dire trop explicite, c'est-à-dire le théâtre meurt à chaque fois qu'il exprime une opinion. Enfin, c'est ma conviction en tout cas. Et donc, il s'agissait de garder de la place pour le mystère, pour la complexité, pour l'ambiguïté euh, de, 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 du discours. Euh, Concernant Hugo, parce que je connais un certain nombre d'enseignants qui aujourd'hui sont en difficulté quand ils abordent Hugo, du fait de certaines parts d'ombre d'Hugo, et en particulier sur la question du colonialisme. Mm-hmm. Et au point où il y a des élèves qui disent: Ah non, Hugo, il en est hors de question. Euh, Mm-hmm. enfin, voilà, vous, est-ce que vous aviez à un moment donné douté aussi de ça ou pas du tout, parce que l'œuvre d'Hugo reste absolument essentielle? Bah, fort heureusement, j'ai découvert ses positions sur euh, la guerre coloniale de 1830 après avoir fait ce spectacle, D'accord. euh, en tout cas dans le détail. Et
et je sais que ce type de situation que vous décriviez entre les élèves et les professeurs peuvent se, voilà, se produire aujourd'hui. Et je le comprends de part et d'autre. Euh, pour ma part, ça n'apparaît pas comme une raison suffisante pour jeter l'œuvre à la poubelle. Voilà. Mais ça m'engage moi, et je serais vraiment, comment dire, au fond, je trouve que on a besoin de se parler et qu'il faudrait pouvoir dialoguer avec, les élèves qui aujourd'hui disent Hugo, c'est pas possible, je, 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 je n'y vais pas. Ouais. Voilà. Ce serait intéressant d'en parler. Après, et ce serait intéressant aussi de mentionner le fait qu'il n'avait pas que le défaut de soutenir l'entreprise coloniale. Il y a, on peut, enfin, Ouais. il y a des lignes, y compris dans Les Misérables, euh, scandaleuses pour notre perception aujourd'hui, notamment sur la question de comment on éduque les garçons et les filles. Ouais. Mais j'essaye de réfléchir en conscience à ces questions-là. Je suis absolument opposé à la logique de relativisme historique qui consisterait à dire oui, mais c'était l'époque, Ouais. ce qui, de mon point de vue, n'excuse rien. Euh, Par ailleurs, je trouve préjudiciable la logique qui consiste à jeter le bébé avec l'eau du bain C'est ce que quand, j'ai dit. quand il y a de telles, quand il y a de telles non seulement de telles merveilles d'un point de vue poétique, mais une telle sincérité dans un engagement politique qui, lui, peut être partagé. Et un humanisme quand même qui transpire à Bien fort. sûr. Voilà. S'il y avait une scène à faire jouer à des jeunes, d'autant plus que voilà, vous menez des ateliers, laquelle recommanderiez-vous et quel type d'exercice penseriez-vous opportun de proposer aux jeunes pour se saisir et s'approprier le texte? Mm. Euh, S'il s'agit de cette adaptation-là, bah, il se trouve tout simplement que j'ai eu la joie l'année dernière d'assister à la mise en scène qu'on a refaite d'une classe de première. D'accord. Euh, et, euh, et de constater à quel point cette adaptation leur permettait de s'engager collectivement dans le jeu. Euh, c'est vraiment voilà, un très beau souvenir de spectateur, et puis très émouvant parce que je retrouvais, comment dire, à leur sauce, quoi, réadapter le travail que j'avais fait avec Chloé pendant 2 ans. Et je sentais que, notamment pour des raisons politiques, le fait de travailler sur cette adaptation les motivait énormément. Euh, je pense que toutes les scènes peuvent se prêter à du travail de plateau avec des élèves. J'aurais tendance à me concentrer sur celle de la première partie parce que les grandes scènes collectives de la fin sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Parce qu'un plateau où il y a 15 personnes à la fois, c'est plus de travail. Euh, et dans les scènes du début, euh, qui justement donc montrent les personnages isolés les uns des autres, euh, et aux prises avec les difficultés qui sont les leurs et qui sont autant de variations sur la misère contemporaine, j'ai l'impression que euh, toutes peuvent être travaillées avec ce critère dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on ne travaille jamais aussi bien qu'un thème auquel on est sensible ou le caractère d'un personnage dans lequel on a envie de se projeter. Et donc très spontanément, il y a des élèves qui se dirigeront vers Gavroche et d'autres vers Fantine et d'autres vers Valjean. Et je pense de ce point de vue-là que tout est possible. Euh, En termes de code de jeu, comme je le disais, c'est aussi des scènes qui sont écrites pour être euh, travaillées avec une dose qui est perpétuellement à réinventer de réalisme, euh, a priori euh, en, avec l'idée d'un quatrième mur assez présent, c'est-à-dire vraiment
comme des scènes elles sont pensées comme des scènes d'intimité. Ouais. Et donc, j'ai l'impression que ça peut être l'occasion d'un travail sur euh, un jeu qui, alors, fais attention à ce que je dis, mais euh, qui s'approcherait, oui, d'une recherche de, de, de vraisemblance dans le dialogue, d'exactitude, de justesse sur la manière que peuvent avoir Myriel et Valjean ou Tholomyès et Fantine d'échanger l'un avec l'autre. Je vous remercie mille fois pour cet échange, Lazare et son Macarel. Avec grand plaisir. Et puis voilà, parce que je pense que ça peut donner aussi plein d'idées à celles et ceux qui ont envie d'aborder Les Misérables et de voir comment justement ce travail-là peut être aussi réfléchi avec des jeunes aujourd'hui. Grand merci à vous. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.